Bienvenue dans Politique sur France 24. La politique à l'Assemblée nationale devient un théâtre d'improvisation sans metteur en scène. Amendements déposés en cascade, alliances improbables, coups de théâtre. Chaque jour, l'hypothèse d'un échec budgétaire s'accroît, laissant les spectateurs lassés qui renoncent à comprendre quoi que ce soit à l'histoire qu'on leur raconte. Ce matin, lors de la niche parlementaire consacrée aux propositions du Rassemblement national, contre toute attente, le groupe de Marine Le Pen a remporté une victoire symbolique en réussissant à faire voter un de ses textes à l'Assemblée, un texte visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 qui permettaient le séjour et la circulation des Algériens en France. Une adoption à une voix près. La gauche furieuse accuse le parti Renaissance d'avoir été absent de l'hémicycle. Quant au budget, son adoption reste menacée face à la surenchère fiscale. On en parle avec nos invités. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir à vous. Bonsoir Rosine. Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos et à l'Opinion. Bonsoir. Frédéric Dabi, directeur général, Opinion de l'IFOP. Auteur, bonsoir à vous, et auteur du livre qui sort le 7 novembre avec Brice Socol, L'écharpe et les tempêtes face aux maires, la défiance inattendue aux éditions de l'Aube. Et bonsoir à vous, Jean Garrigue. Bonsoir. Historien, politologue et auteur du livre Les avocats de la République de Danton à Banataire, et c'est aux éditions Odile Jacob. Marine Le Pen sourit, elle peut sourire. La présidente du groupe, le Rassemblement national à l'Assemblée, vient d'obtenir une victoire certes symbolique, mais une victoire. Son groupe a rallié 26 députés à sa proposition, les Républicains, donc 26 Républicains, et 17 députés Horizon sur les accords de 1968 avec l'Algérie. On écoute Marine Le Pen. Évidemment, une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national, puisqu'il vient de faire voter pour la première fois dans une de ses niches un texte qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît être important pour notre pays. Cette résolution demandant la suppression de cette convention franco-algérienne de 68, nous la défendons depuis très longtemps. Nous considérons qu'il n'y a plus rien aujourd'hui qui justifie le maintien de cette convention. Alors la droite la défendait aussi. Alors une victoire à une voix près, est-ce que cela vient nourrir la suspicion d'un rapprochement des droites, Catherine, LR qui vote main dans la main avec le Rassemblement national? Oui, enfin, c'est au titre d'eux. Mais il n'y a pas que la droite qui a voté. C'est-à-dire qu'en fait, là, en l'occurrence, il y a les LR qui ont voté pour la moitié des députés LR, mais il y a aussi la moitié des députés Horizon qui ont voté et qui ont voté pour cette mesure. Oui, 17. 17 sur 34. Voilà, donc on va dire la moitié. Donc, et ils prennent, ils disent à raison que Édouard Philippe, par exemple, était contre cet accord et qu'il l'avait dit il y a un peu plus d'un an et demi. Et que donc, en cohérence avec l'opposition d'Édouard Philippe à cet accord, ils ont donc voté. Et je pense qu'ils ont raison de rappeler cela, mais ils font comme si c'était anodin, comme si ce n'était pas un acte symbolique. Et par ailleurs, ils peuvent peut-être s'interroger, eux et tout le bloc central, sur le fait qu'ils ont ouvert la voie à la possibilité que cette loi devienne, enfin que c'est pas une loi d'ailleurs, c'est un vœu, enfin je sais pas c'est la formule exacte, c'est pas une loi, c'est une voilà, ça force d'affirmation. Oui, il n'y a rien de contraignant. Voilà, ça n'a rien de contraignant. Par ailleurs, les accords de mai 68 n'ont déjà plus grand-chose de leur contenu d'origine. Donc c'est déjà, on n'est que dans le symbolique. On n'est que dans du symbolique. Et dans ce symbolique, il se trouve que, en effet, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Retailleau l'avaient demandé, et que donc ils ont servi sur un plateau idéologiquement la victoire de Marine Le Pen. Je pense que ça devrait les interroger sur le fait que reprendre les idées du Rassemblement national n'est peut-être pas le meilleur moyen de le faire reculer. Mais Frédéric, plus profondément, est-ce que ça va montrer à l'opinion que le Rassemblement national peut agir et n'est pas que dans une posture stérile d'un opposant classique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on s'intéresse aujourd'hui au vote Rassemblement national, moi, ce qui me frappe, et je dis ça à 1 an et demi d'une élection présidentielle où la personnalité du candidat, de la candidate compte énormément, ce n'est pas un vote d'incarnation.
quand on teste dans une enquête présidentielle Marine Le Pen ou Jordan Bardella, pourtant des trajectoires différentes, une situation différente, ils ont exactement le même score. Le levier majeur du vote RN, c'est un vote d'alternative. Ceux qu'on n'a jamais essayé, ceux à qui il faut donner leur chance, ceux qui ne feraient pas plus mal que les autres. Et c'est vrai que cette affaire algérienne, de cette proposition, le fait que c'est quand même assez historique. Là, je reprends le terme de Marine Le Pen, a raison. C'était historique que le RN gagne des duels dans le cadre de second tour d'élection législative. C'était historique qu'il dépasse 100 députés. Et là, c'est vrai que c'est historique qu'une proposition dans une niche parlementaire recueille l'assentiment d'une majorité mais par de accident, votants. parce que, est-ce que oui, mais Catherine, parce que oui, bien sûr, c'est par accident. C'est une partie de la gauche n'était pas là, mais il faut le dire aussi. L'opinion publique est plutôt sur la ligne du RN là-dessus. Ouais. J'ai souvenir d'une enquête une fois fiduciale pour Sud Radio de janvier 2025 où on avait travaillé sur la cote de popularité des pays du Maghreb. Il y a une cote de sympathie ultra majoritaire pour le Maroc et la Tunisie, une cote d'antipathie et de rejet de 71% chez, même y compris à gauche, du côté de l'Algérie. Il y avait 61% des Français. Ce ne sont que des sondages. C'est pas une réalité, c'est une perception du réel. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait une majorité de 61% souhaitant voir révoquer les accords de 1968, même si j'entends ce que dit Catherine sur le côté symbolique et vidé de leur contenu. Depuis, s'est passé des choses. Il y a 2 Français qui sont dans les geôles algériennes, notamment Boualem Sansal, qui, à bas bruit, c'est un signal faible de mécontentement des Français sur le mode « on se laisse marcher sur les pieds par l'Algérie ». Et de ce point de vue-là, c'est un passé qui ne passe pas, comme disait l'autre. Marine Le Pen, une fois de plus, donne avec le RN le tempo et change une fois de plus de dimension du parti protestataire et tribunicien, le parti jean-mariste, à un parti qui peut être un parti de gouvernement et d'alternative. Alors l'extrême droite, Éric Le Boucher, galope en Europe, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, sans parler bien sûr des États-Unis. On peut même parler du Japon où il y a une extrême droite assez forte aussi. Donc l'extrême droite qui fait son lit, pourquoi la France y échapperait-elle? Ce qui n'est visiblement pas le cas. Oui, enfin... C'est visiblement en train de se préparer, effectivement, puisque Mme Le Pen court devant dans les sondages et que même si elle ne tient pas la majorité tout à fait absolue, une partie de la droite, si j'extrapole un peu, mais avec ce qu'on vient de dire précédemment, une partie de la droite la rejoindrait. Donc, en effet, l'ensemble des partis populistes, un peu partout, sont en train de gagner les batailles. Parfois, ils reculent. En Hollande, là, c'est ce qui vient de se passer aussi. Donc, ils n'ont pas gagné pour toujours. Aux législatives, oui. Oui, aux législatives, ils n'ont pas gagné pour toujours. Mais par contre, on ne gagne jamais pour toujours. Non, mais par contre, en Argentine, contrairement à toutes les attentes, Milei, extrémiste aussi de droite, a gagné les législatives, enfin, partiellement gagné les législatives. Et donc, en effet, c'est un mouvement mondial des populismes qui date déjà maintenant depuis, remonte à une vingtaine d'années, qui est dû à la fois à des problèmes d'identité sur l'immigration et des problèmes économiques sur les inégalités et les pertes d'emplois. Alors peut-être le regard de l'historien Jean Garry sur cette montée inéluctable, qu'elle soit à l'étranger ou en France. Quel sens vous donnez à cette humeur nationaliste, si je Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit inéluctable. L'exemple des Pays-Bas d'aujourd'hui nous montre qu'il peut y avoir des revers. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire de l'extrême droite en France, du Front National au Rassemblement National, ce n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire qui est faite d'avancées et de recul. Maintenant, ce qui est sûr, c'est comme ça a été dit, il y a une montée des populismes un peu partout dans le monde, ça c'est une certitude. En France, on voit bien que le rapprochement idéologique entre la droite, je dirais même le centre-droit, et ce qui s'appelait avant l'extrême droite, et que maintenant, je ne sais pas comment la qualifier d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il faille l'appeler encore extrême droite, peu importe d'ailleurs, mais je dirais droite populiste. Ce rapprochement est fait, cette digestion idéologique me semble acquise, ce qui prépare de facto des alliances objectives. Alors, est-ce que ce seront des alliances durables ? Pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour le dire. On voit bien les tentatives, ceux qui demandent une union des droites, que ça soit les David Lisnard, que ça soit Nicolas Sarkozy, que ça soit du côté du Rassemblement national. Je pense que pour l'instant, si on regarde le cas français,
l'union des droites, je la vois beaucoup plus entre les Républicains et Reconquête, parce que là, vous avez vraiment des points d'accroche qui sont très, très, très forts et des électorats qui sont assez semblables. Ça me semble plus compliqué du côté du Rassemblement national, d'autant plus que le système d'élection présidentielle est ainsi fait en France que des LR qui iraient rechercher une alliance, une union présidentielle, courraient le risque tout simplement de disparaître et d'être avalés par la puissance la plus forte. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et ne pas considérer que tout ça est inéluctable. Et j'ajouterais aussi quand même quelque chose, c'est que toute histoire politique est faite de traditions, est faite de réflexes, de sentiments collectifs. Et il y a une tradition en France qui est ce fameux plafond de verre, etc. Et la situation en France n'est pas la même que celle des États-Unis, de l'Argentine ou des autres. Donc il y a peut-être des choses là qui vont se jouer, qu'il est impossible aujourd'hui de prévoir, mais qui font que ça n'est pas inéluctable, à mon sens. Oui, mais Catherine, oui. Oui, non, je voulais juste dire une chose à propos de ce que vous venez de dire, Jean. Quand on regardait l'étude Fracture française qui a été publiée il y a une semaine, moi, ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est qu'en fait, vous voyez que le rejet de l'extrême droite est à peu près homogène dans toutes les familles de gauche jusqu'à Renaissance. C'est-à-dire que là, on est au-delà de 80% de gens qui considèrent que l'extrême droite est un danger pour la démocratie et qui donc s'opposent à l'extrême droite. Et puis, au-delà de Renaissance, ça tombe et on n'est plus qu'à 40% du côté des LR. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous venez de dire, Jean, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de l'union des droites, et moi je crois qu'elle sera possible dans les faits, notamment localement. On voit que les LR sont en train de s'allier et de passer du côté de Renaissance. Du côté du reste de l'échiquier, les choses ne sont pas encore faites. Le seul problème, c'est que pour pouvoir résister à l'ascension de Marine Le Pen, encore faut-il qu'il y ait une alternative. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative face à la Macronie. La seule alternative constituée, solide et crédible, c'est le Rassemblement national, la gauche étant en morceaux et très divisée fondamentalement. Alors Éric, après Frédéric, oui. Oui, le paradoxe, c'est que quand vous disiez que la droite risque de se faire digérer par l'extrême droite, vu les rapports de force électoraux, c'est pas vrai d'un point de vue électoral, d'un point de vue programmatique. Je pense que c'est le paradoxe de la France, c'est qu'on a une extrême droite à peu près sans idées, en réalité. Les idées économiques, ils les abandonnent les unes après les autres, comme sur la retraite, et les idées sur l'immigration sont très simplistes ou très symboliques, exactement comme ce qui se passe sur l'Algérie aujourd'hui. En réalité, je pense qu'une partie de la droite se dit on va venir avec l'extrême droite pour la méloniser, c'est-à-dire pour imposer nos vues qui sont moins extrêmes et plus raisonnables, en tout cas plus réalistes, à quelqu'un, à un parti qui n'en a en réalité aucune, sur rien. On connaît les idées de Madame Le Pen sur rien, sur la médecine. Ne parlons pas de l'intelligence artificielle, ne parlons pas de l'Europe. On sait qu'elle est absolument réticente, mais elle cède à chaque fois qu'il s'agit d'avancer d'un pied. Donc le paradoxe incroyable, c'est qu'on a une extrême droite qui va arriver très puissamment, un peu, mais à la grande différence des États-Unis ou de Milei en Argentine, c'est qu'elle arrive absolument sans aucune idée. Oui, j'entends ce que vous dites, mais il y a une question de rapport de force entre droite extrême RN et LR qui, voilà, combien de divisions, hein, comme disait l'autre, quand on avait encore en 2017 Marine Le Pen qui fait quasiment le même score que François Fillon à 3 points près. Là, si je prends la dernière présidentielle qui remonte quand même à longtemps, on a 6 fois plus de votes en faveur de Marine Le Pen au premier tour comparé à Valérie Pécresse. Et tout ça, je dirais que dans ce cadre-là, la poutre travaille. On a toujours eu maintenant, depuis 2017, une droite coupée en morceaux. La droite canal historique qui reste chez LR, la droite qui regardait du côté d'Emmanuel Macron et du bloc présidentiel parce que on avait vécu pendant le premier quinquennat dans ce que j'avais appelé la Sainte Alliance LR-LREM, l'ancien nom du parti macroniste sur les réformes de structure. Et on avait cette droite qui regardait du côté du Rassemblement national parce que sur les 3 I, immigration, insécurité, identité, c'était des électorats en fusion.
Et maintenant, avec ce rapport de force qui a changé, on sent que la part des électeurs de droite qui allait chez Macron s'est absolument effondrée. Et c'est en ça que ça a rendu difficile la stratégie de Bruno Retailleau, qui voulait faire revenir cet électorat macroniste, à défaut de faire revenir cet électorat parti au RN. Et du côté du RN, c'est extrêmement solidifié. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une idée qui fait son chemin, c'est que si à la présidentielle, dans maintenant 18 mois, il y a un candidat LR et un candidat Bloc Central, et ben le second tour s'éloigne. Mais d'un autre côté, est-ce que LR, vu sa filiation, sa tradition gaulliste ou ce qu'il en reste, va accepter de ne pas avoir de candidat à la présidentielle? Ça paraît aujourd'hui de la science-fiction. Et d'ailleurs, ce rapprochement entre les droites, si elle a lieu, est-ce que ce sont les états-majors qui vont le décider ou plutôt les électeurs, l'opinion? L'opinion, elle est très claire. Dans toutes les familles, que ça soit les LR, Reconquête ou le RN, les électeurs, les militants sont pour l'union des droites, mais de manière absolument massive. Mais ça ne veut pas dire que les états-majors vont l'accepter. Juste pour revenir sur la mélonisation. Ouais. La mélonisation, elle est effective en Italie parce que le parti de Meloni était plus puissant que l'Alliance, que ce qui ferait office d'extrême droite ici chez nous. Enfin, Meloni, c'était aussi une forme d'extrême droite, c'était les néofascistes. Mais je veux dire que ce qu'elle incarne, ce qu'elle incarnerait aujourd'hui, ce serait plutôt aux yeux des Italiens, pour en connaître un certain nombre, ce serait plutôt la droite libérale, un peu traditionnelle, mais c'est pas le Rassemblement national. Donc, on est dans un rapport de force qui est très différent. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse difficulté, mais c'est d'ailleurs l'argument que les états-majors aujourd'hui, Bruno Retailleau et les autres, donnent pour refuser l'alliance, c'est qu'ils considèrent que sur les questions économiques et sociales, le Rassemblement national est à gauche. Alors ça dépend de Bardella ou de Marine Le Pen. Donc ce qui veut dire que si on veut justifier une union future, il faudrait que le Rassemblement national, mais vous l'avez dit, le Rassemblement national n'est pas une fluctuation près, un changement de cap près. Mais enfin, il faudrait quand même que sur les questions économiques et sociales, il y ait vraiment une évolution sensible. Et quand Éric dit, ils n'ont pas d'idée. Et on la voit difficilement venir de la part de Marine Le Pen. Ça voudrait dire que c'est l'hypothèse Jordan Bardella qui l'emporte. Bref, il y a quand même toutes ces... Et fondamentalement, moi je pense que... Enfin, je ne sais pas s'il faut faire des pronostics, etc. Mais il m'étonnerait que pour l'élection présidentielle de 2027, il n'y ait pas un candidat des Républicains. Parce que s'il n'y a pas de candidat républicain, c'est vraiment la mort définitive des Républicains. En plus, 2 échecs au second tour, au premier tour de la présidentielle. Donc il y en aura un. Oui, moi je suis d'accord avec vous que c'est probable qu'il y aura... Et si vous vous souvenez, Barnier disait il y a à peu près un an, s'il n'y a pas un candidat de tout ce bloc, ça sera la gauche qui sera au second tour. D'où la question que je posais tout à l'heure en disant, si c'est la gauche qui est au second tour, il faut qu'il y ait une gauche qui soit capable de battre Marine Le Pen. Et pour l'instant, cette gauche-là, elle n'existe pas. Je voulais juste dire à propos de... ils n'ont pas d'idée. Si, ils ont une idée. C'est-à-dire, le socle idéologique du Rassemblement national, c'est la xénophobie. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand vous disiez, Jean, les traditions... Mais il parlait d'idées économiques. Oui, mais bien sûr, mais les idées... Il parlait d'idées concrètes, oui, parce que ça, c'est un principe. Oui, mais non, mais les idées concrètes... Quand Jean Garrigue disait tout à l'heure, les traditions politiques, elles se transportent dans le temps. Ça veut dire que dans le temps, on peut avoir tel point de vue ou tel point de vue à propos de telle ou telle question. Ce n'est pas ça, l'idéologie. L'idéologie, c'est, au fond, quelle est la posture que l'on a quand on regarde le monde. La posture du Rassemblement national est une posture raciste, xénophobe, nationaliste, et elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé depuis. Mais c'est ce qui fait son succès. Parce que Jean-Marie Le Pen était ultra néolibéral en 86. Il se disait réganien. Oui, il se disait réganien. Donc en fait, ce que je veux dire, tout ça, ça change. C'est pas ça l'idéologie. L'idéologie d'un parti, c'est vraiment la posture. Est-ce qu'on est pour l'égalité ou pas? Est-ce qu'on est xénophobe ou pas? La gauche, elle a changé 1000 fois de point de vue. Mais il y a des continuités qui existent. Un bémol de Frédéric. Ce n'est pas un bémol, c'est un complément. Vous avez tout à fait raison, mais moi je dirais que son électorat a changé. Ça fait quand même 4 élections depuis la présidentielle de 2022 où les 2 premières motivations du vote RN ne sont pas l'immigration. C'est des pouvoirs d'achat aussi bien présidentielle, européenne que législative 2024 anticipée. C'était en 1
pouvoir d'achat, en 2, insécurité, et seulement en 3, immigration. Alors du côté de Reconquête, voire du vote LR, c'était beaucoup plus haut. Donc aussi. Et puis le RN a profité de cette homogénéisation des points de vue de l'opinion publique française de droite et de gauche sur la question d'insécurité et sur les questions d'immigration. Là aussi, on n'est plus sur le gendarisme, sur cet électorat qui était vraiment obsédé, polarisé par la question de l'immigration, qui était une véritable matrice. C'est peut-être une matrice qui reste à bas bruit, mais le RN, de ce point de vue-là, a beaucoup élargi son socle. Depuis même le Congrès de Lyon, où Marine Le Pen, son premier acte, c'est factuel, c'est pas une opinion. En 2011, c'est la lettre aux fonctionnaires sur les conditions de vie des salariés de la fonction publique. Et vous voyez, vous, une différence qui peut aujourd'hui nous étonner entre le Bardella et... Enfin, c'est subtil, entre Bardella et Le Pen. On va dire que Marine Le Pen est plutôt... c'est l'État qui protège. Bardella, c'est plutôt gestionnaire, les patrons, un peu plus libéral. Écoutez, j'en sais rien des discussions entre les deux. Non, mais vous écriviez, je crois, dans une de vos chroniques, que les patrons étaient un peu tentés par le Rassemblement national. Oui, parce qu'ils espèrent le digérer, comme pour reprendre votre mot tout à l'heure. C'est de le méloniser, c'est-à-dire en faire un parti pro-business. Et il semble que Bardella soit plutôt de ce côté-là, alors qu'elle est plutôt du côté gauche, en effet, même d'extrême gauche, sur le social. Non, ça, c'est pas entendable. Mais attendez, quand on est... Non, c'est pas possible de dire que le RN est du côté de gauche, voire d'extrême gauche. Enfin, on laisse finir Éric sur sa démonstration. Non, mais attendez, le fait qu'il soit pour la retraite à 62 ans n'en fait pas un parti de gauche ou d'extrême gauche du tout. Bon. On laisse finir Éric, finissez votre démonstration. Ça, c'est la grande confusion intellectuelle, mais c'est une position de gauche. Enfin, c'est une position... Non, c'est une position que défend la gauche. Protection sociale. C'est une position que défend la gauche. Le RN n'est pas un parti de gauche ou d'extrême gauche, non. On sera d'accord. Les idéologies restent, mais derrière, les politiques publiques sont complètement différentes. C'est ça que vous nous dites. Bon, les politiques publiques de Marine Le Pen sont en matière économique extrêmement à gauche, et je ne suis pas sûr que celle dont rêve Bardella soit extrêmement à gauche, je suis même sûr du contraire. Mais ça ne signifie pas d'ailleurs que ni l'une ni l'un n'aient des politiques concrètes à nous proposer. Pour l'instant, c'est du baratin. Et c'est de l'idéologie et c'est de la démagogie. Voilà ce que c'est. Et donc, je pense que, pour me résumer, c'est effectivement pour une partie du patronat et pour une partie de LR, il est possible de faire avec pour en revenir au pouvoir à leur sens, c'est-à-dire réappliquer des idées de droite, mais qui ne sont pas des idées du LR. Du RN. Moi, je rejoins Catherine sur le fait qu'il y a un socle historique, idéologique, qui est la xénophobie, qui est le refus de l'autre, qui est le bouc émissaire. Bon, ce qui peut se justifier aussi, attention, et qui pour beaucoup de Français est une réalité sociologique, culturelle. Après, et c'est pour ça que je ne parlerai pas forcément de racisme, parce que je ne suis pas sûr maintenant que le racisme qu'on pouvait trouver chez un Jean-Marie Le Pen soit quelque chose qui irrigue véritablement la pensée des électeurs du Front. Oui. En revanche, la peur de l'étranger, la fermeture à l'étranger, oui, ça, mais ça c'est ce qu'on disait, c'est le phénomène mondial. Il y a un deuxième socle aussi, et tout ça, quand même, qui les différencie au moins de la tradition des républicains, de la tradition communiste, etc. C'est ce fameux, ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire cette tradition du peuple contre les élites, de la détestation des élites. Parce que, qu'on le veuille ou non, les républicains, toute la tradition de la droite républicaine, ce sont les élites. Ils ont été les élites de la Ve République. Et d'ailleurs, ils ne le nient pas. Donc là, vous avez quand même une différence quand même assez essentielle et qui peut, à un moment donné, trouver, comment dire ça, des impasses politiques. Ce sera compliqué quand même alors que le principe même du RN, c'est le dégagisme. Dégager, c'est l'UMPS, la bande des quatre, les partis qui se sont partagés le pouvoir. Mais les autres en font partie. Les alliés potentiels sont eux-mêmes, je dirais, le symbole même de ces
cette bande des quatre. Donc voilà, on est quand même dans des choses compliquées. Non, Jean Garrigue a tout à fait raison. Le discours comme souvent, le discours anti-élite, le clivage gros-petit, tiré du livre de Pierre Birnbaum, Le peuple contre les gros, c'est un puissant levier de compréhension de la situation en France du côté du RN, du côté de la France Insoumise. Et je vais se parler de la France Insoumise. Là, on est sur des analyses très pertinentes, mais sur le FN, RN dans le temps. Regardons l'espace politique. Le RN a un atout extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, le mistigris du parti réprouvé qui inquiète les Français, là je cite votre enquête, l'enquête de mes confrères et amis d'Ipsos, Fracture française, le parti qui inquiète le plus, qui est le moins attaché à la démocratie, vous avez cité la ventilation sur la gauche, c'est la France insoumise. Et donc, dans ce cadre-là, ça rend, et comme on l'a vu à la présidentielle, où Éric Zemmour a rendu un service indirect très fort à Marine Le Pen, on le voit depuis toutes les élections, et même les élections partielles, le parti que les Français souhaitent éliminer au second tour, qui apparaît souvent comme un tigre de papier électoral, au second tour, où la logique d'élimination à la Pasqua, qui avait repris le terme de Guy Mollet. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Ce n'est plus le Rassemblement national, c'est la France insoumise. Donc, bien sûr, regardons le FNRN dans le temps, mais regardons aussi l'espace politique où, du côté de LR, on regarde vraiment, c'était l'enquête IFOP pour LCI, où on a vu qu'on avait 45% d'électeurs LR qui disaient « pourquoi pas des candidatures uniques ?» dans cas législatif anticipé, c'est quand même pas, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Une union des droites, façon symétrique d'union de la gauche, et du côté LFI. Mais versus vous pensez RN. qu'elle aura lieu, cette union des droites, Je n'ai absolument aucune idée. Est-ce qu'il y aura d'abord une dissolution? Mais en tout cas, alors, ça, quand on regarde les simples enquêtes d'attention présidentielle, qui sont pas une vérité ni une prophétie, je suis frappé de voir la capacité de Bardella ou de Le Pen de prendre un quart ou un tiers d'électeurs Fillon 2017, à prendre encore 20% de l'électorat Pécresse, ou une part importante, ils sont un trappe-tout, de sympathisants de droite, et même 12 à 13% d'électeurs Macron 2022. Alors ça paraît peu, mais ça fait quand même du monde en termes d'extrapolation, choisir un vote RN. Catherine. Oui, je voulais juste dire à propos de cette... Est-ce qu'il peut y avoir une union des droites? Je ne le crois pas pour la raison que vous disiez, c'est que vraiment ça serait se faire harakiri si LR n'avait pas un candidat. Mais par ailleurs, dans la résistance de Marine Le Pen à se mettre du côté des élites, du côté d'une politique libérale, c'est que ça ne gagne pas. C'est-à-dire que si Marine Le Pen veut jouer à être Valérie Pécresse, elle aura le score de Valérie Pécresse. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les Français, ce qu'ils veulent, c'est davantage de justice fiscale, ce qu'ils veulent, c'est davantage de protection, c'est qu'ils veulent des services publics qui fonctionnent. Vous appelez ça de gauche, je vous en remercie, mais c'est... Attention, ils veulent moins d'immigrés aussi. Oui, mais ce que je... Et beaucoup de sécurité. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que moi je crois que les électeurs qui votent Marine Le Pen ne le font pas en se trompant. Ils ne croient pas voter Marine Le Pen en pensant voter pour quelqu'un de gauche. Ils savent très bien qu'ils votent pour quelqu'un de xénophobe et ils pensent que la protection, c'est pour eux, pas pour les autres. Ils pensent que ceux qui leur piquent leurs ressources, c'est le petit assisté qui est à côté de chez eux et que c'est à eux que ça revient. C'est-à-dire qu'en fait, Marine Le Pen, dans la position qu'elle tient, c'est la seule qui lui permet d'avoir 30%. Et pourquoi c'est Jean-Philippe Tanguy qui a repris la main à l'Assemblée nationale et qui a dit « bon, là, ça suffit les blagues, on recommence à faire une politique qui parle aux catégories populaires », c'est que les élections, et je profite de la présence de Frédéric Dabi pour nous confirmer que ce qui fait le gros des électeurs, c'est les catégories populaires. On ne gagne pas. C'est la France que la gauche avait... que la gauche a perdu. On ne gagne pas, oui, mais on ne gagne pas uniquement en ayant une position de raisonnable et d'élite. Ça, c'est bon. Le LR, ils veulent faire ça, et bien ils ont 5%. C'est ce qui s'est passé en Italie. Donc, vous connaissez tous la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, mais Godot n'est jamais venu. Comme le budget, va-t-il venir un jour, Éric Boucher? Écoutez, très bien. Peut-être qu'il est encore possible qu'un budget soit finalement voté, malgré le brouhaha, comme vous disiez tout à l'heure, malgré les incohérences, malgré les surprises quotidiennes à laquelle on assiste ou on n'assiste pas, parce que je crois que plus personne ne regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et les Français ont bien raison de s'en détourner. C'est incompréhensible ce qui se passe. Bon, à la fin, qu'est-ce qui va arriver ? Moi, je doute de plus en plus qu'il y ait un budget à la fin. Je doute de plus en plus, mais j'ai peut-être tort. Et donc, je pense qu'on s'oriente vers une dissolution. Ouais.
Alors, mais après tout, c'est un mystère. Alors, je vais sonder vos esprits, donc on va parler juste de cette taxe Zucman qui revient encore sur le tapis demain. Alors, une taxe Zucman ou allégée. Les socialistes y tiennent, eux, dur comme fer. On écoute la députée Ensemble pour la République, Prisca Thévenot. Je n'ai aujourd'hui pas encore la photographie complète du détail de ce que pourrait être cette nouvelle taxe Zucman. De ce que j'en comprends, c'est pas du tout allégé. C'est tout sauf allégé. C'est au contraire taper plus bas, taper plus large, avec un effet qu'on n'a pas encore réussi à mesurer sur l'impact concret pour les finances publiques. Donc je pense qu'on peut un peu sortir de cette logique dans laquelle on est enfermé depuis maintenant 2-3 semaines, à savoir taxer, taxer, taxer et encore taxer. Nous ne sommes pas un paradis fiscal et il serait temps enfin de parler du coût de fonctionnement de l'État et des dépenses que nous devons pouvoir améliorer. Comment les Français, Frédéric, regardent cette justice fiscale, Est-ce que les Français sont d'accord pour taxer plus les riches ? Alors, très clairement, oui. L'IFOP fait plusieurs enquêtes, notamment une commandée par le Parti socialiste, qui montrait que cette taxe Zucman, on l'appelle comme on veut, était soutenue par 3/4 de l'opinion. Je pense qu'en tant que tel, quand on travaille de manière plus approfondie sur les conséquences, on voit que l'adhésion recule, mais c'est le reflet du sentiment d'injustice. Toujours avec ce clivage gros-petit et ce sentiment d'une mauvaise répartition des efforts. C'est ce qui a perdu le budget Bayrou. On avait le sentiment que les constats étaient le bon, qu'il y avait même du courage, mais que c'était mal réparti et qu'on avait touché à la France du travail dont parlait Catherine, les catégories populaires, et pas ceux qui ont beaucoup. Donc de ce point de vue-là, le PS est plutôt dans le sens de l'opinion publique, même si, clairement, et je reprends ce que vous dites également, tout ce qui se passe, les gens n'y comprennent rien. Ouais. Et 2, ce politique-là, c'est un astre mort. On vit depuis maintenant 1 an et demi, depuis le 7 juillet, l'éclipse du politique. Les Français ont le sentiment que non, mais vraiment, ça s'est accéléré avec une chambre ingouvernable, pour ne pas dire, comme disait une électrice Macron, indémerdable. On sent que rien ne va pouvoir avancer. Et vous parliez des élections municipales tout à l'heure, tout ça. Les grands sujets ne sont pas traités à l'échelle nationale. La promesse du politique qui est changer la vie, faire les bons constats, améliorer la vie des gens n'existe plus. Et il y a d'autres acteurs périphériques qui en profitent. Les dirigeants d'entreprises et les entreprises qui sont beaucoup plus audibles que par le passé, notamment sur leur opposition à la taxe Zucman. Ça a fait peut-être un peu avancer l'opinion publique vers une adhésion moins forte. Et puis, les élus locaux, les maires. Dans 5 mois, en principe, il y a une élection municipale. Alors, est-ce qu'il y aura une dissolution avant ? Personne ne peut le dire. Et donc, effectivement, il y a ce sentiment d'injustice et surtout un sentiment de désintérêt sur ce budget où une classe politique ne fait que se parler à elle-même et ne parle plus aux Français. C'est ce que disait d'ailleurs à un moment Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre. Il disait le langage politique est devenu une langue morte. Oui, c'est quelque chose d'assez complexe parce que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de gâcher une occasion fantastique de régénérer un peu la Ve République. C'est-à-dire de retrouver ce qu'est l'essence même du parlementarisme qui correspond... Oui, mais on disait justement, là, on va le retrouver, cette essence-là. Et on est... Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'évidemment, le parlementarisme n'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est quelque chose qui se prépare, en tout cas dans les pays voisins, la culture du compromis, de la négociation. Mais c'est quelque chose qui se travaille pendant des mois par la négociation. Quelquefois, ça débouche sur un immobilisme politique, comme en Belgique, pendant 1 an et demi, dont ils s'accommodent assez bien d'ailleurs, en réalité. C'est pour ça que c'est très étonnant aussi de voir les réactions en France. Oh là là, mais on n'y comprend rien, c'est le brouhaha politique, etc. En même temps, c'est ça le jeu du parlementarisme. L'essence même du parlementarisme, c'est que des gens proposent, qu'il y ait des amendements, qu'on ne soit pas d'accord. Simplement, et là où j'explique et où je comprends évidemment que les Français n'y comprennent rien, c'est que précisément, il n'y a pas eu cette préparation. C'est-à-dire qu'on nous a jeté comme ça, Sébastien Lecornu nous a jeté peut-être avec les meilleures intentions du monde, parce que moi, je pense que la dissolution n'amènera rien. Je suis profondément convaincu que ça ne nous amènera rien. Mais en tout cas, il tente, au fond, cette résurrection du parlementarisme qui a existé sous la 3e, la 4e République, mais il le tente sans avoir les moyens de le faire, parce qu'il est confronté à des philosophies politiques diamétralement opposées, et qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé, et pour lesquelles il faudrait des semaines, voire des mois,
pour trouver justement un semblant d'accord, une sorte de plateforme de gouvernement. Oui, mais j'ai envie de citer Pierre Dac, partir de rien pour arriver à pas grand-chose dans ce parlementarisme. Ça, ouais. Mais Jean, vous venez de dire quelque chose d'essentiel. C'est des philosophies politiques diamétralement opposées. Oui, bien sûr. Comment voulez-vous que des philosophies oui. diamétralement opposées aboutissent? Ce que je crois notre problème, c'est qu'il n'y a pas eu de choix politique entre ces philosophies diamétralement opposées. C'est-à-dire que depuis 2017, Emmanuel Macron qui nous proposait de faire la révolution, d'être disruptif, d'être le parti de l'émancipation et de je sais pas quoi. Enfin, on a même peine à se souvenir de toutes les promesses qu'il nous avait faites alors, dont aucune n'a été tenue, en dehors de foutre le parti politique à plat. Ça, c'est vrai, il a réussi ce pari-là. Ils ont bien aidé. Hein. Non, mais tout le monde dit Honnêtement, qu'ils ont contribué. Mais il a bien fait son travail, oui, sa part du travail pour déstructurer complètement le champ politique. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de débat depuis 2017. Et depuis 2017, franchement, la France d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport à 2017, mais on est dans un autre monde. Or, en 2022, il y a 3 ans, il n'y a pas eu d'élection présidentielle, il n'y a pas eu d'élection législative avec un vrai débat, puisqu'Emmanuel Macron avait décidé de les enjamber au nom de la guerre en Ukraine, ce qui n'était quand même pas la totalité des questions auxquelles on aurait pu répondre. Et en 2024, il nous fait la plaisanterie de nous faire une dissolution incompréhensible et on vote au bout de 3 semaines. C'est-à-dire on a à peine le temps de choisir des candidats qu'on vote. Donc il n'y a pas eu de débat politique. Donc les positions diamétralement opposées n'ont pas été tranchées politiquement par les Français. Donc il ne peut pas y avoir d'accord. Il ne peut pas y avoir d'issue à la crise politique que nous rencontrons en dehors d'un retour aux urnes avec du temps pour mener ce débat. Si c'est pour faire une précipitation, une élection législative précipitée comme il sait nous fabriquer ça, le camarade Macron, Mais qu'est-ce que vous entendez par pas de... Éric, qu'est-ce que vous entendez par pas de débat? Vous êtes d'accord, il n'y a pas eu de débat depuis 2017? Non, il y en a eu. On a l'impression qu'il y en a tout le temps des débats. Oui, il y en a eu un avant, parce que ça fait à peu près 40 ans qu'il y a un débat sur la question. Non, mais là, aujourd'hui, sur la justice fiscale, il y a un débat. Il y a un débat sur le chômage depuis 40 ans en France. Et puis, il y a eu une solution en 2017 qui était la solution dite de la politique de l'offre. Mauvais terme parce que personne ne comprend rien à ça, mais qui veut dire on privilégie la compétitivité des entreprises pour qu'elles créent des emplois. Et c'est cette création d'emplois qui va résoudre beaucoup des problèmes sociaux de la France. C'est ça l'idée. Et cette création d'emplois, mais c'est pas du tout raté. Vous avez aujourd'hui le chiffre de l'INSEE qui est tombé, la croissance se maintient encore incroyable. Oui, mais le chômage remonte, Éric. Hein? Le chômage remonte. Non, le chômage ne remonte pas, justement, au contraire, très très peu. Okay. Non, mais vous avez, d'ailleurs, c'est pas français, hein, c'est mondial. Il y a une incroyable résistance de l'économie mondiale, y compris en France, à tout ce qui se passe, toutes les turbulences politiques. C'est quelque chose, il y a une sorte de déconnexion entre la vie réelle, c'est-à-dire la vie des entreprises, et la vie politique qui nous fait des décrets, des lois, des taxes dans tous les sens, ou des taxes, par exemple des taxes douanières pour ce qui concerne Trump. Et tout ça ne modifie pas, encore pour l'instant, fondamentalement les choses, parce que l'économie a une extraordinaire force. Eh bien, en France aussi, on a créé des millions d'emplois parce que le débat avait eu lieu. Macron a certainement eu tort de ne pas continuer ce débat, de ne pas s'expliquer, mais au fond, le débat était est-ce qu'on fait... Pardon, je le résume. Est-ce qu'on fait comme les autres qui ont réussi ou est-ce qu'on continue en France d'avoir un chômage de dingue? C'était ça le débat. Eh bien, les Français ont choisi, on fait comme les autres, on suit Macron, il a l'air bien dynamique et tout. Il a été convaincant. Ouais. Donc il y a un sujet entre le réel... Et le résultat est plutôt, d'un point de vue économique, je le dis bien, est plutôt pas mal. Disons pas mal. Donc il y a un gap entre le réel et le ressenti. Oui, et si je rebondis sur ce qu'a dit Catherine, je partage complètement son constat. Les Français, et c'est un des rares leviers d'espérance aujourd'hui, ici et maintenant pour Emmanuel Macron, sont dans cette logique d'éclipse du politique, de France qui fait du surplace, groggy dans un monde en pleine turbulence, attendent une vraie campagne présidentielle. Et dans les enquêtes qualitatives, le souvenir de 2007, campagne formidable, 3 candidats de renouvellement qui font 75% à eux 3 avec 84 ou 85% participation et très souvent convoqués. C'est vrai qu'on attend un reset, je sais pas comment dire, un reset du pays avec justement ces vrais débats qui seraient tranchés. C'est ce qui est attendu et ce qui fait que autant on est
ultra critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Dans le baromètre IFOP-JDD, qui est le plus ancien de la Ve République, il descend à 16%. Seul François Hollande a fait 13% à 3-4 reprises. Il y a une virulence jamais vue, mais l'appel spontané à sa démission, à son départ, reste aujourd'hui encore marginal, quand bien même il est appelé de ses voeux par des anciens proches d'Emmanuel Macron. Il est soutenu majoritairement par les Français dans des sondages quantitatifs. On voit bien la différence discours spontané et discours sondagé, parce qu'on veut vraiment ce grand moment de débat et de réflexion dans le pays. Très court, c'est fini. Moi, j'ai l'impression qu'en 2017, Emmanuel Macron est élu, et d'ailleurs il le dit, pour adapter notre État-providence à la mondialisation. Il ne l'a pas réussi. Mais je pense que dans ce projet-là, il y a un espace pour que précisément puissent converger un certain nombre de républicains, de tous bords d'ailleurs. En tout cas, la gauche social-démocrate et les démocrates conservateurs. Je pense que là-dessus, il y a un vrai angle de convergence. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.